Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Carte dévitalisée. L'invité. Effectivement, ce sont des numéros spéciaux que vous propose la carte dévitalisée avec des invités spécialisés dans le domaine de la santé. Et c'est Jean-François Damour qui a réalisé cette liste. Le rendez-vous, nous l'avons situé dans le 12e arrondissement de Paris. Nous sommes au Petit Tailleur, le restaurant 99 rue de Charenton. Voici la carte dévitalisée, un numéro tout à fait spécial. Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Aujourd'hui, Jean-François a invité Chantal Huette, présidente de Familles de France, et Pierre Vieuxville, qui est président de la commission santé de Familles de France. Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Bonjour Chantal, bonjour Pierre, merci d'être venus pour parler du système de santé français. Et donc, je voulais avoir votre avis concernant les points forts et les points faibles, selon vous, donc, de notre système de santé actuellement. Alors, bonjour Jean-François, merci pour cette invitation. Nous répondons bien évidemment présents à cette présentation de demande pour la défense des usagers, puisque c'est effectivement le rôle de notre pôle santé. Donc, c'est vrai qu'actuellement, l'hôpital est en situation de détresse. Ça fait quand même quelques années qu'on le dit, qu'on le laisse à penser et que les usagers le vivent. Donc, on sait que le personnel soignant est quand même malgré tout psychologiquement très, très près de nos malades, est toujours à leur écoute et apporte bien souvent les soins qui sont nécessaires. Néanmoins, dans les services des urgences, on relève certaines carences. Et ce qui nous fait craindre pour la suite de difficultés insurmontables. Donc, on souhaiterait savoir quand est-ce qu'il serait possible d'arrêter ou alors se lancer un défi pour bloquer ce manque. C'est une excellente réflexion, Chantal. Nous sommes pratiquement au bord du gouffre et l'une des raisons majeures, c'est le manque, la grosse pénurie de soignants, que ce soit à la fois les médecins et également les infirmières et les aides-soignantes. Il faut savoir que, je vais vous donner quelques exemples concrets. Actuellement, il y a un service à l'hôpital Bichat dont la spécialité est d'accueillir les patients qui font un accident vasculaire cérébral. Et donc, ces personnes doivent être prises en charge dans les 4 heures qui suivent plus exactement le début de l'incident pour déboucher l'artère qui est dans le cerveau. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, le patient aura des séquelles donc irréversibles. Et donc c'est un service qui comporte 28 lits. Et actuellement, sur les 28 lits, il n'y en a que 4 qui sont en fonction parce qu'il manque des infirmières et des aides-soignantes. Alors il faut savoir que on aurait un moyen très simple de régler le problème. En France, on a actuellement 150 000 personnes qui sont diplômées et qui ont travaillé en tant qu'infirmières et en tant qu'aides-soignantes. Et donc, ces personnes-là ont quitté donc, le système de santé parce qu'elles n'en pouvaient plus, bien qu'elles aient une vocation importante. Et donc, ces personnes ont quitté le domaine de la santé pour aller travailler dans d'autres domaines qui n'ont plus rien à voir. Donc, il suffirait de prendre quelques mesures pour que ces personnels soient rémunérés à leur juste valeur, leur donner également des conditions de travail moins pénibles et puis leur donner également la possibilité donc, d'évoluer dans leur métier. Donc, si on prenait les mesures nécessaires, sur les 150 000 personnes, il y en aurait bien au moins 60 000 qui reprendraient donc leur métier d'aide-soignante ou d'infirmière. Il faut savoir également que dans les hôpitaux et dans toutes les cliniques de France actuellement, tous les jours, on déprogramme des interventions chirurgicales par manque d'IBOD. Donc les IBOD, ce sont les infirmières spécialisées qui sont les aides opératoires des chirurgiens. Et donc comme il n'y en a pas assez,
on annule les interventions, alors qu'on a les chirurgiens, on a les blocs opératoires, on a les lits. Donc il faut savoir également que le Covid-19 n'a fait que dévoiler la faiblesse qui existait. Et donc il y a des cas qui sont dramatiques. J'évoquerai dans la clinique où je travaille, il y a une jeune femme de 24 ans qui est morte il y a quelques jours parce qu'elle avait un cancer de l'ovaire qui a été pris en charge trop tard et donc du coup on n'a pas pu la sauver. On parlait de prévention, on parle beaucoup de prévention dans le podcast de la carte dévitalisée avec Jean-François Damour. Vous avez un rôle très important sur la communication de Famille de France justement, puisque vous véhiculez un maximum de messages. J'imagine évidemment que c'est aussi un gros travail pour Pierre Vieuxville, qu'on n'a pas encore entendu, que je salue. Bonjour Pierre. Bonjour. La prévention, ça passe aussi par la communication de Famille de France. En fait, l'intérêt que vous avez aujourd'hui pour la santé, c'est de sensibiliser les familles. Quels sont les principaux chantiers sur lesquels vous êtes lancé, par exemple, sur cette nouvelle rentrée ? Alors nous, si vous voulez, au niveau du pôle santé de Famille de France, on a surtout un rôle d'animation du réseau de représentants les usagers du système de santé en France. Parce que, en fin de compte, les RU sont le lien entre les usagers et le système de santé. Ils ne sont pas là simplement pour dénoncer ce qui va mal. Ils sont là aussi pour essayer de faire le lien et trouver un compromis entre les problèmes qu'il y a entre les patients, les usagers et le système de santé. On n'est pas là pour tirer un boulet rouge sur le système de santé, on sait qu'il va mal. C'est pas d'aujourd'hui, mais bon, l'équation va être très dure à résoudre parce que, en fin de compte, on s'aperçoit que l'attirance qu'il y avait auparavant pour le système de santé, plus ça va, moins il y a d'attirance. Les infirmiers, les médecins se détournent du système de santé parce qu'ils ne trouvent plus ce qu'ils venaient chercher, ou ce qu'ils voulaient apporter à leurs congénères. Donc le problème est là. Maintenant, en ce qui concerne effectivement l'attraction pour ce domaine, je pense que non seulement il faut que les salaires soient revus à la hausse, mais qu'aussi l'ambiance dans les services change, parce qu'en fin de compte, étant donné qu'il n'y a pas assez de personnel, automatiquement, on demande de plus en plus de choses aux soignants, au personnel soignant. Et malheureusement, les journées ne font que 24 heures et les soignants sont comme nous, ils n'ont que deux mains, deux jambes et un cerveau, donc ils ne peuvent pas se dédoubler, ils n'ont pas encore le nom d'ubiquité. Le problème est là. Vous avez tout à fait raison, Pierre. Il faut savoir que la durée de vie professionnelle d'une infirmière, avant, en moyenne, c'était 7 ans. Progressivement, ça diminue. Donc actuellement, les chiffres officiels, c'est 6 ans. Et les prochains chiffres là qui vont sortir prochainement disent qu'en moyenne, une infirmière travaillera comme infirmière dans la santé 5 ans seulement. Donc ça vous donne une idée de la pénibilité du travail. C'est pas uniquement un problème de revenus, c'est également un problème de pénibilité, comme le disait fort justement Pierre. Est-ce que vous rassemblez auprès de votre réseau des doléances, des remarques, des demandes particulières sur le domaine de la santé ? Est-ce qu'on vous demande d'agir en tant qu'association des familles de France auprès des gouvernants ou de grosses associations autour de la santé ? Oui, effectivement, j'ai eu 2 interrogations qui sont arrivées il y a quelque temps. C'est le secret médical sur Doctolib. Avons-nous, est-ce que ce Doctolib est étanche par rapport à tout ce qu'on y met comme données médicales ? Et puis, particulièrement aussi, des interrogations sur le dépassement d'honoraires. Voilà, certains usagers sont très surpris des dépassements d'honoraires préconisés et demandés par les spécialistes notamment. Alors on a eu un sujet là-dessus, Jean-François. Oui, comment est encadré justement ce dépassement d'honoraires et comment le comprend-on ? Alors déjà, je voudrais corriger sur le plan sémantique parce que nous parlons de complément d'honoraires. Nous ne sommes pas des brigands. Donc, il y a différents secteurs de conventionnement. Il y a essentiellement donc le secteur 1 où le montant de la consultation ou de l'acte correspond au montant qui a été fixé donc par la sécurité sociale. Ensuite, vous avez le secteur 2 où les médecins demandent des compléments d'honoraires en sachant que ces médecins auront des cotisations
cotisations qui seront plus importantes, étant donné que pour les médecins du secteur 1, donc il y a une partie des cotisations qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et puis vous avez le secteur 3, mais c'est très rare, c'est des médecins chez lesquels il y a aucun remboursement. Alors on parle de complément d'honoraires et non pas de dépassement d'honoraires pour une raison bien précise, c'est que le problème c'est que les honoraires des médecins n'ont pas suivi le coût de la vie et que malheureusement les médecins ils ont des charges et ils peuvent pas dire à leur secrétaire que qu'ils vont pas les augmenter. Ils ont du matériel, ils ont également des locaux à financer et donc c'est vrai que les médecins en secteur 2 ça leur permet de gérer un petit peu mieux leur cabinet. Il faut savoir également que les honoraires concernant les interventions chirurgicales n'ont pas évolué depuis plus de 30 ans. Donc je ne connais pas beaucoup de salariés qui ont un salaire qui a été bloqué pendant une trentaine d'années. Et puis je vais vous parler de ma spécialité, je suis médecin vasculaire et donc je fais des échodopplers. Et donc depuis plus de 30 ans, non seulement les honoraires des échodopplers n'ont pas augmenté, mais en plus, sur la plupart des échodopplers, ils ont été diminués. Et nos machines sont des machines extrêmement pointues et performantes. Et je peux vous assurer que le prix des machines, il baisse pas du tout. J'ai également une secrétaire, des locaux, enfin des frais très importants. Donc, il suffirait que les honoraires soient réajustés donc justement à leur valeur pour que à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins de médecins qui seraient tentés pour s'installer donc en secteur 2. Il faut savoir également que au niveau européen, les médecins français sont les moins bien payés de toute l'Europe. Il y a juste une exception, c'est Malte. Et un autre exemple qui fixera les idées, c'est que la consultation du généraliste en France actuellement est fixée donc à 25 €, alors qu'en moyenne en Europe, c'est 50 €. Donc, je pense que ces éléments aideront quand même à la réflexion des gens qui critiquent les compléments d'honoraires. Pierre et Chantal, j'imagine que en représentant Famille de France, le gros sujet, c'est la pénurie de médecins à travers le territoire. J'ai mon médecin de famille, il est à la retraite, il quitte son cabinet et je peux que me contenter de voir un mot sur la porte de son cabinet me disant qu'il s'en va, mais il n'a pas de remplaçant. Je pense que c'est une grosse inquiétude pour les familles. Comment vous travaillez justement pour apporter des réponses à ceux qui vous interrogent à ce sujet ? Alors, il y a cette pénibilité, bien évidemment, de rechercher un nouveau médecin. Bien souvent, les nouveaux médecins, puisque le médecin est parti en retraite, le médecin de famille parti en retraite, le référent parti en retraite. Donc, il faut rechercher un nouveau médecin et on se trouve en carence parce que bien souvent, ces nouveaux médecins refusent de prendre des nouveaux patients. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté de proximité, de terrain, pour chaque patient. Oui, alors justement, c'est un sujet très intéressant et donc là nous sommes en train de rédiger avec l'opération carte dévitalisée, nous rédigeons donc un travail pour justement donner des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, je vous remettrai tout à l'heure, cher Chantal, ce document pour que déjà vous puissiez l'étudier, me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, on serait très heureux si vous pouviez nous donner également des idées. Alors, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Et donc, on a repris une idée de Monsieur Vieuxville qui avait proposé donc un système de cabinets itinérants, donc installés dans des bus ou dans des camions, ce qui est une excellente idée, une excellente piste à suivre et donc qui fait partie, donc on a intégré cette proposition dans notre travail et on serait très content de continuer à avancer avec vous. Alors pour nous, il n'y a pas de problème. Famille de France est tout à fait favorable à développer ce concept qui est particulier. Il faut savoir qu'en fin de compte, ça existe déjà depuis très longtemps, ne serait-ce que les camions de la médecine du travail qui se déplaçaient dans les entreprises. En fin de compte, on n'a rien inventé. Ce qu'il faut, c'est que les gens s'imaginent que les déserts médicaux ne concernent que la ruralité. C'est faux. Il y a des tas de villes, tas de quartiers dans les grandes villes
qui ont une pénurie de médecins aussi. Y compris en Ile-de-France. Hein, vous avez tout à fait raison. Le manque est énorme en Ile-de-France. Vous avez tout à fait raison, Pierre, et notamment à Paris. À Paris, il y a des déserts médicaux. Alors donc là, la cause est un petit peu différente. C'est que le prix de l'immobilier donc, est extrêmement élevé. Et donc un médecin généraliste avec une consultation à 25 €, il ne peut pas financer des locaux. Donc là, le problème, il est vite vu. Et puis sinon, vous parliez de la ruralité, c'est exact aussi. Le problème, c'est qu'en ruralité, c'est des déserts médicaux, mais surtout, c'est des déserts tout court. Et donc, ce qui veut dire que il n'y a plus aucune administration. Parfois, il y a même pas de réseau Wi-Fi. Enfin bon, les gens sont complètement isolés. Il faut savoir également que actuellement, les nouveaux médecins sont constitués par 70% de femmes. Donc, ça veut dire que si elles vont s'installer dans un désert médical, eh ben, leur conjoint ou leur mari va se retrouver au chômage parce qu'il va rien trouver du tout, puisque c'est des déserts également sur le plan économique, sur le plan administratif. Pareil, s'ils ont des enfants, ils trouveront pas d'école. Donc c'est un problème général qui doit être pris en compte et en charge par les responsables politiques pour que justement il n'y ait plus de déserts tout court, et donc du coup il n'y aura plus de déserts médicaux de ce fait. Nous arrivons sur la conclusion de ce rendez-vous. Pierre, je vous laisse commencer avec le dernier mot, si vous avez des choses à mettre en avant, des messages à faire passer. Les messages à faire passer, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le domaine du handicap. Et il faut savoir que depuis le 30 juin, je suis maintenant administrateur de France Asso Santé, et nous avons l'intention de créer un groupe de travail sur les handicaps, parce qu'il y a un besoin d'information, mais pas une information médicale. Il faut, pardonnez-moi le terme, vulgariser l'approche des handicaps. En fin de compte, si on essaie d'expliquer aux gens de façon claire et nette comment aborder les handicaps, si on utilise des mots savants, des mots médicaux, des termes médicaux, les gens ne comprennent pas, quoi. Il faut se mettre à la portée de tout un chacun, en disant qu'il est plus facile aux gens très instruits, je ne parle pas de l'intelligence, aux gens très instruits de recevoir une parole simple que pour les gens qui ont moins d'éducation, moins d'instruction, d'avoir accès à un langage plus châtié ou plus, je dirais, médical. Donc il faut arriver à se mettre à la portée d'un maximum de personnes en utilisant un langage simple, net et précis. Et précis. Précis dans la simplicité. Merci Pierre. Chantal. Famille de France a essayé de répondre bien évidemment à une attente de terrain. C'était sur le coût de la mutuelle. Donc nous avons mis en place un achat groupé sur la mutuelle, et cela permet donc aux personnes d'avoir une mutuelle qui est moins chère, mais aussi plus lisible, et d'avoir donc une meilleure prestation à un coût moindre. Mais nous avons quand même une interrogation aussi à Famille de France, c'est l'avenir. Que sera notre système de santé dans quelques années ? Donc on essaie bien évidemment de répondre aux attentes de nos usagers. On essaie de constituer une base de données sur toutes les questions qui sont soumises dans les entités que nos usagers fréquentent. On essaie de répondre aussi à certaines attentes de terrain. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, bien évidemment, mais elles sont énormes, elles sont conséquentes. On ne peut pas non plus résoudre tout, parce qu'après, c'est le côté financement qui intervient. On est bloqué par des budgets. Donc, je reviens au point que je venais de signaler. Que deviendra notre système de santé dans quelques années ? Et ça, c'est la raison pour laquelle Chantal, oui. tous les deux, vous êtes assis devant ce micro. C'est parce qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit le moins grave possible, et d'éviter un certain nombre évidemment de mauvais moments pour l'avenir de ce système de santé qui, Jean-François le répète très souvent, était l'un des meilleurs au monde, et puis alors en effet, Sébastien, vous avez tout à fait raison. Donc en 2000, l'OMS disait qu'on était le meilleur système de soins au monde, et le dernier classement nous a rétrogradé au 24e rang. Et pour répondre à la remarque très pertinente de Chantal, on se bat également pour le fait qu'il y a un désengagement donc progressif de la sécurité sociale, donc de la prise en charge des soins, soit au profit de rien, ce qui veut dire que le patient n'est plus remboursé.
soit au profit de la mutuelle, ce qui veut dire que le patient cotise de plus en plus. Et le résultat global, c'est que plus ça va, plus le patient cotise et moins il est remboursé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si on laisse cette évolution, d'ici 20 à 30 ans, la sécurité sociale va disparaître. Ce qui veut dire disparition du principe fondateur de notre système de santé, qui est la solidarité entre les Français, qui sera remplacé donc par une logique financière qui est que plus on est malade et plus on paye cher. Et si on n'a pas les moyens, on ne se soigne pas. En sachant que les gens qui auront la chance de pouvoir s'offrir une mutuelle santé qui leur coûtera beaucoup plus cher que la sécurité sociale, en tant que patients, ils n'auront plus le droit de choisir leur soignant, c'est-à-dire leur médecin traitant, leur spécialiste, leur dentiste, ni leur lieu d'hospitalisation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave et je remercie vivement Chantal d'avoir abordé ce sujet. Alors Pierre, oui, un petit mot supplémentaire. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que notre système de santé est malade de l'administration. En fin de compte, ce ne sont plus les médecins qui dirigent, qui gèrent, ce sont les administrateurs. Enfin, passez-moi l'expression, on vit dans une dictature administrative en France qui est impressionnante. Là où on a besoin de médecins, on embauche des administrateurs. Là où on a besoin de personnel soignant, on embauche des administrateurs. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut redonner la main au personnel soignant. Il faut savoir que depuis les lois Juppé, donc qui datent de très longtemps, les médecins n'ont plus de place dans la gouvernance du système de santé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que plus ça va et plus dans les hôpitaux il y a des administratifs et moins il y a de soignants. Il faut savoir également que le coût administratif d'un hôpital, c'est 33% du budget global, ce qui est énorme. En Allemagne, c'est entre 20 et 22%. Mais surtout, il y a un exemple qui est extraordinaire, c'est que vous avez l'hôpital de Valenciennes, où les dirigeants ne sont pas des administratifs, mais ce sont des médecins. Et là, le coût administratif n'est plus de 33%, mais de 5%. D'où l'importance de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et également, il faut agir au niveau national, parce que vous avez des agences multiples qui travaillent sur le même sujet et qui, au lieu de travailler, se tirent dans les pattes, ce qui fait qu'on entretient des salariés qui coûtent extrêmement cher et qui sont inefficients. Donc, il faut refonder et fusionner donc les différentes agences pour que chaque agence ait ses prérogatives et devienne efficace. Cette émission est maintenant finie. Nos invités étaient Chantal Huette, présidente de Famille de France. Merci Chantal d'avoir été avec nous. Merci. Pierre Vieuxville, vous êtes le président de la commission santé de Famille de France. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci. Carte dévitalisée, le podcast. Quelques numéros spéciaux, c'est ça la rentrée de la carte dévitalisée. Nous sommes ensemble, vous le savez, tous les lundis à midi précisément. C'est un nouveau numéro qui vous attend sur toutes les plateformes de podcast. La carte dévitalisée, un rendez-vous incontournable que je vous invite évidemment à partager avec vos amis, votre famille et même les gens que vous n'aimez pas. Oui, parce qu'il faut prendre soin aussi des gens que l'on n'aime pas, parce qu'un jour peut-être l'un ou l'une deviendra votre meilleur ami. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.